que vous, la bêta d'iPadOS 15. L'iPad dispose-t-il désormais de fonctionnalités pour être aussi productif qu'un Mac? Quels sont encore ses manques pour rivaliser avec un ordi? Quid de macOS monterait? Les avancées sont-elles aussi significatives que l'an passé? Voit-on poindre, à l'instar de la fonction contrôle universel, les signes d'un mariage forcé entre iPadOS et macOS? Débat. Everyone has a story to tell, an ambition to realize, the passion, the time, the exacting detail that goes into everything we do. We push the boundaries of what's possible to create something extraordinary. Introducing SanDisk Professional. Premium pro-grade storage solutions, powerful enough to capture your biggest inspiration. This is innovation with one thing in mind, to empower your creativity, content, production, business. High-end products that flow with you. Customize, expand, and scale however you want. Built to be steady under pressure and help protect it all along the way. Massive capacity, packed with power. Designed to be resilient from the inside out. We don't cut corners or make compromises. This isn't just professional, it's SanDisk Professional. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ERLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, avec comme chroniqueur ici en plateau, à mes côtés, monsieur Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Tu sais comment on te surnomme? On te surnomme la voix. Bonjour tout le monde. Ah, voilà, voilà, je ne trouve pas le terme, mais c'est la voix. Voilà. En duplex également, une autre belle voix, celle de Didier Poulicali de Mac Forever en duplex de Lausanne. Bonjour Didier. Salut Olivier. Moi, je suis quand même obligé de me mettre des petits effets quand je fais les voix, pour être aussi viril que Laurent, sinon. Ouais, mais lui, j'ai encore une voix d'ado, moi. Il est sorti du ventre de sa mère, il avait déjà une voix grave comme ça, comme Barry White, tu vois. Voilà, c'est énorme. Vive la tech. Allez, un mot à propos de nos sponsors. Regardez, j'ai un bel objet à côté de moi. Il s'agit de SanDisk Professional, je dis bien SanDisk Professional, notez bien, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des professionnels de l'image, apte à combler chaque étape du processus de création, de la prise de vue, à l'instar des Procard CF Express, au dérochage grâce au lecteur de cartes CF Fast et CF Express. SanDisk commercialise désormais des disques pour le montage et l'archivage. La gamme propose des modèles SSD Pro USB-C et Thunderbolt 3 portables ou de bureau, ou encore des versions RAID, le tout issu de l'expertise du constructeur G-Technology que l'on connaît bien. Bref, SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. J'ai la chance d'avoir en plateau ici, regardez, un modèle RAID, le G-RAID Shuttle 4. C'est un disque RAID hébergeant 4 baies, apte à accueillir 4 disques durs cumulant jusqu'à 72 Tera de capacité de stockage en RAID 5, s'il vous plaît. Il se connecte au Mac en Thunderbolt 3 ou en USB-C, lui permettant d'afficher des débits de transfert de fichiers jusqu'à 1000 mégaoctets par seconde en lecture contre 1100 mégaoctets par seconde en écriture, apte à supporter des vidéos et des multiples streams en 4K, voire 8K. Merci à SanDisk Professional de nous soutenir. Les amis, retour sur les iPads, et plutôt sur l'iPad OS 15 et macOS Monterey. Nous allons commencer par iPad OS 15 et par ses manques, car ils sont nombreux. iPadOS, les manques, quels sont les manques d'iPad OS? C'est le thème de notre sondage cette semaine. Il y en aura 2, vous allez voir. La question était quels sont les manques d'iPadOS concrètement? Et vous étiez 35,8% à répondre pas de multi-utilisateur. C'est 36,8%, pardon. Multitâche perfectible, 15%. Là, fichier désuet, j'en peux plus de cette application. Fichier, 25,9%. Et pas assez productif, 22,3%. Tout de suite, une question Twitter de Panam United 10. Créer un OS dédié à l'iPad afin qu'il ne soit pas limité, ou plutôt plus limité par l'iPhone, était judicieux, mais brider la gamme Pro, multitâche moyen, c'est vrai, pas d'appli Pro vraiment, afin que tous les iPads soient au même niveau logiciel est incompréhensible tant leurs caractéristiques et prix sont différents. Alors, une question simple, Laurent Dizier, quelle est votre réaction? Et c'est vrai que c'est en matière de productivité, il y a beaucoup mieux à faire et c'est assez incompréhensible. Ouais, c'est vrai que l'OS, iPadOS, finalement, c'est le même que tu sois sur un iPad Pro ou un iPad pas Pro. Et je suis entièrement d'accord avec cet internaute parce que finalement, il y a des machines. Aujourd'hui, ce matin, je discutais avec un papa devant l'école de mes enfants. Il me disait, je me suis acheté le dernier iPad, le M1, le clavier, il a Comme toi, toute option.
Et je disais, mais tu vas t'en servir comme ordinateur principal? Il me dit, ben oui, finalement, je vais remplacer mon Mac. Au fond de moi, il me dit, tu en penses quoi? Je dis, non, tu as bien fait, il vient de l'acheter, je vais pas lui dire qu'il a pas bien fait. Mais c'est vrai que, d'un côté, tu as cette espèce d'approche un peu hybride. Finalement, c'est une machine qui coûte cher, hein, quand tu rajoutes le clavier. C'est un Mac tactile, mais pas avec toute la performance. Et je suis pas étonné que des gens disent l'app fichier, elle est catastrophique, quoi. Elle est bien, tu peux plugger toutes tes sources, mais ça reste compliqué, quoi. Tu peux pas faire un copier-coller. Tu peux pas faire un copier-coller. Hier, j'ai eu besoin d'envoyer dans Gmail un fichier. Tu peux envoyer une photo sans aucun problème. Tu peux envoyer un fichier. Tu peux pas regarder le mail. Tu peux envoyer un fichier, mais d'un nouveau message, pas sur un message auquel tu réponds. Il manque quelque chose. Didier, ta réaction à cet internaute? Ouais, en fait, c'est assez amusant parce qu'on a eu un peu ces discussions quand on a testé l'iPad Pro M1. Et moi, j'ai fait une vidéo de test où j'ai interviewé une étudiante, une fille qui utilise l'iPad Pro vraiment comme machine principale. Ouais. Et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, s'il y avait des limitations. Et vraiment, dans sa vidéo, elle me dit que non. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pas qu'on oublie nous, on est un public de vieux routiers, tu vois, on a connu le Mac. Et en fait, il y a tout un tas de gens, même vieux, qui n'ont pas vraiment connu l'ordinateur sous ces formes-là, sous les formes complexes. Et en fait, pour eux, du coup, tout ce qui arrive un petit peu comme ça au fil de l'eau, c'est très nouveau pour eux. C'est des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et en fait, ces gens-là sont relativement comblés quand tu discutes avec eux. Après, je pense que nous, ce qui nous perturbe, c'est plus l'approche d'Apple, qui est de dire on essaye de refaire un macOS petit à petit, sans vraiment le dire, et puis on avance très lentement. Et du coup, nous, qui voudrions quelque part un macOS sur l'iPad, finalement, autant acheter un ordinateur. Tu vois, on a exactement le même hardware, on a macOS, donc tout va bien. Ce qu'il pourrait peut-être faire maintenant, c'est avoir les deux OS. C'est-à-dire, j'en sais rien, si tu es assis à ton bureau, il y a macOS. Si tu es dans le train et que tu n'as pas de clavier, il y a iPadOS. Et puis, si tu as un clavier, tu pourrais choisir, par exemple, entre les deux. Mais on va en parler juste après. La gestion des fenêtres, c'est quand même un truc, mais ça devient une catastrophe pour des gens comme nous, quoi. Une vraie usine à gaz. Inaudible. Alors, Didier, c'est drôle d'Adam, me glisse-t-on dans l'oreillette, c'est vrai que c'est assez juste. Alors, il y a une des avancées attendues concernait le multitâche et le multifénétrage, si on parlait Didier, pour simplifier les usages et améliorer la productivité. C'est ce que est ressorti de notre test de l'iPad Pro M1 qu'on diffusera, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. On est un peu en retard sur la diffusion de cette émission-là qu'on a déjà enregistrée, mais l'actualité d'Apple prime. Donc, on a parlé d'iOS et ensuite de macOS et d'iPadOS aujourd'hui. Donc, l'interface évolue, mes amis, pour passer plus facilement en mode Split View ou Slide Over, souvenez-vous, grâce au menu, ce fameux menu à 3 boutons situé en haut désormais de la fenêtre. Est-ce que ça vous a convaincu, Laurent? Est-ce que tu t'es amusé à faire balader ces fenêtres? C'était pas très intuitif auparavant. Est-ce que ça allait un peu plus aujourd'hui? Alors c'est simple, c'était pas du tout intuitif auparavant, mais pas du tout, même pas un peu. C'est-à-dire qu'il fallait sortir du dock. Ça y est toujours. Oui, mais sortir du dock, essayer de faire glisser le truc. Là, c'est beaucoup plus intuitif. Puis surtout, tu vois les 3 points, donc tu cliques dessus, ça apparaît. Tu peux te servir des 3 points aussi pour déplacer. Donc ces 3 points sont en haut de l'image, c'est ça? En haut de l'image, en haut de toutes les applications. Au centre de la fenêtre. Sous la caméra, tu as 3 tout petits points. Et ces 3 petits points, si tu cliques dessus, là je le fais, donc je clique dessus, apparaît un menu au-dessous où tu as 3 options. Je fais quoi de cette fenêtre? Je la garde comme ça, je la mets à moitié ou je la fais glisser sur le bord. Ou en plein écran. Tout à fait, ou en plein écran. Ou alors tu te sers pour faire glisser cette fenêtre et automatiquement elle prend la taille que tu mets. Moi, je trouve ça très bien. Par rapport à l'usage d'avant, je trouve ça très bien. Je sais pas, Didier. Par contre, en termes d'ergonomie, Didier, tu en parlais à l'instant. Ça demande encore un petit apprentissage, dirons-nous. En fait, ceux qui n'utilisaient pas les gestes, du coup, ils vont comprendre comment ça marche. Exactement. Ils auront les boutons. C'est un peu comme Snapchat où avant, il fallait balayer à gauche pour arriver à tes discussions, machin. Puis après, ils ont mis des petits onglets comme sur Facebook, pour que les gens comprennent. Donc moi, je vois ça comme quelque chose de positif pour les débutants. Par contre, c'est vrai que, moi, je me suis amusé avec et tout. En fait, moi, je m'attendais à ce qu'ils revoient de fond en comble ce système. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe sur ces iPads? Là, tu as quand même un 13 pouces, tu as quand même de la place. Et d'être un peu limité par cette espèce... On te force à faire du plein écran, à faire un peu du monotâche, et même le multitâche, il n'est pas très pratique, les trucs sont collés au bord. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient des fenêtres un peu flottantes comme sur le Mac, qu'on déplace un peu à loisir comme ça, qu'on lance assez facilement. Et en fait, ils se cherchent encore, en fait, Apple. Ils se sont dit, tiens, c'était pas intuitif, on va rajouter des boutons. Mais bon, à la fin, est-ce que finalement, il ne faudrait pas repenser complètement ce système? Moi, je me rappelle du début de l'iPad, c'était simple. En fait, tu n'avais que du plein écran. Donc, les gens ne se posaient pas la question. Oui, mais quand je regarde les gens... C'était pas pour la Oui.
Mais quand je regarde les gens utiliser l'iPad, il y en a encore beaucoup qui font que du full screen parce qu'en fait, ces trucs-là sont pas visibles. Donc là, maintenant, peut-être ça va donner un peu plus de visibilité et les gens vont être peut-être un peu plus de demandeurs de multi-fenêtres. Je dirais même plus, on l'a vu d'ailleurs l'année dernière, depuis les dernières évolutions de macOS, qu'Apple pousse de plus en plus le full screen sur le Mac. Et je m'aperçois avec mes enfants, quand ils préfèrent de temps en temps encore le Mac à l'iPad, ils se mettent en plein écran direct. Ils ne cherchent pas le multifénétrage. Comme quoi, c'est assez générationnel, tu as raison. Autre évolution de l'interface, c'est ce qu'on appelle shelf, une troisième position de fenêtre. C'est un peu une sorte de dock, c'est ça, à la base de l'écran. Je ne sais pas qui veut en parler. Peut-être Laurent Didier qui veut prendre la parole. Laurent écoute, franchement, moi j'ai trouvé que ça rajoutait encore une... tu peux décrire en quelques mots déjà. En fait, par exemple, tu es dans Mail, tu vois, et puis tu prends un message dans la liste sur la gauche, et puis tu as une petite option, si tu laisses appuyer, qui est de centrer la fenêtre du mail. Donc, tu vois, tu peux prendre ton mail et puis le centrer. Donc, ça te rajoute une fenêtre centrée. Donc, c'est une nouvelle position. C'est plus slide over, c'est plus plein écran. Voilà, ça, c'est un peu nouveau. Tu peux presque avoir une fenêtre flottante, je dirais. C'est pas le cas. Mais c'est à peu près flottant. Et l'intérêt, c'est que tu peux en avoir plusieurs. C'est pas Tetris, quoi, comme c'est auparavant où ça devait s'imbriquer et être parfaitement égal avec une autre fenêtre. Oui, par contre, elle est quand même modale, c'est-à-dire que tu peux pas en mettre 3 l'une sur l'autre. Ouais. Mais par contre, tu peux en ouvrir 3, par exemple dans Fichier, tu peux ouvrir 3 fenêtres de fichiers et puis les mettre les 3. Donc ça va faire un mini doc en bas au sein de l'application avec par exemple tes 3 documents Pages ou des choses comme ça. Mais ce qui est quand même perturbant dans ce truc, donc tu peux switcher de l'un à l'autre et puis écrire dedans. Mais par contre, si tu cliques sur fermer, ça ferme tout. Il faut que tu rappuies sur les 3 petits points en haut pour les faire sortir. Enfin, moi, quand j'ai testé ça, je me suis dit, oulala, même moi, tu vois, qui a l'air de comprendre ce qui se passe, là, je suis quasiment perdu. Et je pense que les gens, ils vont être paumés avec tout ça. Enfin, c'est trop compliqué. En fait, il n'y a pas de... T'as l'impression qu'ils t'en rajoutent chaque année. Et maintenant, il faudrait vraiment repenser ce système. Peut-être Laurent ne sera pas d'accord, mais moi vraiment, j'ai pas trouvé ça simple du tout, quoi. Laurent. Non, je suis assez d'accord. Et en fait, tu sais, ça me fait penser quand on est sur le Mac et que tu vas dans les préférences système et que tu vois les modes de la souris. Tu sais, il y a des petites vidéos. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de modes, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, je déplace à gauche, je déplace à droite. Toutes ces vidéos, tu es perdu, quoi. Et de temps en temps, tu en désactives un. Moi, je me suis amusé à en désactiver un pour voir si je l'utilisais ou pas. Et des fois, je dis, mais c'est génial ce mode. Mais en fait, tu passes ton temps. Si tu n'as pas réussi à l'insérer indirectement, c'est mort. Ouais. Une autre réaction, notre même tweetos que tout à l'heure, Panam United 10, rajoute une couche. Regarde, l'iPadOS est déjà un très bon OS. Le problème d'Apple est de ne pas avoir de stratégie claire, de vision en clair, si je peux me permettre de paraphraser, et du moins officiel sur la gamme. Comment pousser un acheteur vers l'iPad Pro s'il n'y a rien de plus productif qu'un iPad 2 un iPad 2 fois moins cher, on l'a dit encore, c'est tout à fait vrai. En tout cas, Laurent, on est loin de la simplicité et de l'intuitivité de macOS. Toi qui souhaitais voir l'iPad adopter macOS, ça ne prend pas vraiment le chemin. Non, ça ne prend pas le chemin. Non, ça prend pas le chemin. Moi, les gens me disent, mais c'est stupide de vouloir macOS. En fait, ce qui se passe, c'est que sur iPadOS, il y a des choses qui manquent. Tu n'as pas accès au terminal, tu peux pas lancer les applications que tu veux, alors que la machine, aujourd'hui, elle a la même puissance. Avant, tu aurais pu te poser la question. Aujourd'hui, c'est le M1, tu vois. Donc, tu aurais très bien pu avoir un mode qui te permet, et surtout résoudre ce problème de... Alors, Didier dit à juste titre, oui, mais c'est un OS qui est prévu pour le toucher. Et c'est vrai que gérer un Finder au toucher, c'est peut-être plus compliqué. C'est quand même compliqué. Donc l'inverse est vrai. Ouais. Quand tu as des applis que tu fais tourner sur macOS, des applis aujourd'hui qui sont compatibles puisqu'elles sont toutes les deux pour ARM, tu te rends compte qu'elles marchent pas très bien parce qu'elles sont faites pour la souris. Tu vois. Donc il y a un peu ce mode hybride qui est un peu compliqué. Ça prend pas la direction. Moi, j'étais prêt à faire un compromis. Je l'ai dit l'autre jour en commentant le live, la semaine dernière là. C'était de dire, moi j'aimerais finalement, si j'arrive à ce que depuis mon iPad, dans le mode iCloud+, j'ai accès à mon Mac à distance, je peux m'en sortir. Tu vois, ça veut dire que finalement, j'ai l'avantage de mon... et le mode dont on va parler un petit peu après, je ne sais plus comment il appelle, qui n'est pas de continuity, mais un peu plus, là, pourrait faire ça. Voilà, universal. Mais bon, on n'y est pas encore. Ouais, mais ça manque quand même d'idée encore une fois, de vision. On a l'impression que c'est vraiment... C'est pas pour critiquer Tim Cook, mais on est loin d'une vision d'un Steve Jobs. C'est-à-dire que là, on sent qu'on avance petit à petit, on louvoie, et puis un peu, on verra vers où le vent nous pousse. Mais que ce soit pour macOS, on ne veut pas aller vers une direction vers le tactile, on en parlera tout à l'heure. Et que ce soit pour l'iPad, on ne veut pas aller vers vraiment du plus productif, parce qu'on ne veut pas trop casser ce qui fait la valeur ajoutée de l'ergonomie et du plein écran de l'iPad. Ça louvoie vraiment, quoi. C'est presque inquiétant, moi, je dirais. Oui, mais moi je trouve que ça reflète bien l'Apple de Tim Cook. On essaye un peu des trucs
et puis on retient s'il y a des choses qui marchent ou pas, plutôt que d'avoir une vraie vision et d'imposer des choses tout de suite qui soient vraiment, tu vois, qui tranchent totalement avec ce que tu avais avant. Et là, en plus, sur l'iPad, tu vois, on vient d'avoir l'iPad M1, l'iPad Pro M1, on s'est dit, tiens, ils ont présenté le hardware, il y a le Thunderbolt quand même. Ouais. Tu dis, ils ont fait la pub, ordi, tu peux mettre le XDR, et là, j'ai branché sur des écrans. Il n'y a rien qui a été fait pour les écrans. C'est-à-dire qu'il ne prend même pas toute la place de l'écran. Tu n'as rien en fait qui vraiment te donne envie quelque part de dire ouais, là j'ai vraiment un truc où je pourrais être productif dessus. Et beaucoup de gens attendaient ça. Tous les tests, d'ailleurs, tous les gros youtubeurs avec qui Apple est très copain, ils étaient là, oui quand même, le hardware est bien, mais il manque le software. Donc tu disais tiens, ils ont peut-être eu un petit peu 2-3 infos, on leur a glissé ça dans le script. Bah, non, même pas. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont dire la prochaine fois. Est-ce que le software est trop pourri? Donc oui, c'est très compliqué comme débat, hein, parce que vraiment ça dépend vraiment de ton approche. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ils veulent vraiment nous pousser comme ça vers une espèce de macOS, mais c'est tellement lent qu'on est frustré tout le temps en fait. Oui, j'annonce. Oui, non, mais non, monsieur Apple, je ne connais pas Didier Poliquin. Non, j'aime beaucoup les youtubeurs. On peut tout de même faire flotter des fenêtres, Didier. Il y a même une belle avancée avec Quick Note. Alias Note rapide, ça a une petite entorse à la règle, hein, et c'est presque c'est après l'ergonomie d'un Mac avec le stylet c'est génial, c'est cool. Et le tactile en plus. Tu peux nous en dire un petit mot? À quoi ça sert? C'est simple. Dans toutes les applis, tu glisses ton stylet dans le coin en bas à droite là, et puis tu peux faire sortir une petite note et la prendre, juste prendre une petite note manuscrit. Et surtout, ça s'adapte au contexte. C'est-à-dire que si tu es dans Safari, il va pouvoir te récupérer le lien. Si tu es, j'en sais rien, dans photo, tu peux récupérer la photo. Donc voilà, tu enregistres ta petite note, ça va les mettre dans les notes rapides dans ton application Notes. Et surtout, si par exemple tu vas sur le site, je sais pas, de Tesla au hasard, et puis prends ta petite note, tu vas chez Apple, puis tu reviens chez Tesla, il te la repropose. Tu vois, il te met un petit truc, regarde, tu as pris une note là. Donc, c'est extrêmement bien fait. Et surtout, tu peux la bouger avec les doigts, tu peux la bouger à l'écran, tu peux l'augmenter, la réduire. Donc, c'est vraiment un truc très pratique. Tu vois, là c'est des choses qu'on aime bien, par exemple. Alors, une question sur Twitter de Mo, alias OnePlanet. Bonjour, avez-vous des éléments qui pourraient vous faire dire qu'il y aurait un jour le multi-utilisateur dont on parlait dans le sondage? Un iPad, à l'inverse d'un iPhone, est utilisé par plusieurs membres de la famille et ça irait dans le sens de la confidentialité qui prône Apple. C'est tout à fait juste, tout à fait vrai. Ça fait des années qu'on souhaite cela. Vous. Ouais. Autre question Twitter, et on va répondre aux deux en même temps, de Florian Martin, alias FoxGraph/FR. Le plus gros manque, c'est le vrai support d'écran externe. Tu en perds les Didier. Le jour où l'on pourra reprendre l'iPad comme unique machine principale, ce sera top. Mais Apple préfère nous vendre deux machines, une mobile et une de bureau, et nous coller de la continuité par-dessus. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi aussi. Ils vendent très bien des Macs d'un côté, ils vendent des... Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Pas sur le multi-user, parce que... Mais après, attention, hein, je sais que c'est mon usage. Je trouve que, tu vois, ton ordi, si tu t'en sers dans... Je te parle du pro, hein. Tu te sers de l'iPad Pro, tu n'as pas envie que tes enfants jouent forcément avec ton iPad, tu vois, ça reste un ordinateur de travail, moins sur les autres iPads. Et par contre, sur l'écran, c'est une tannée, quoi. Tu branches, en plus maintenant, on a un port avec un bon débit, hein, comme le disait Didier tout à l'heure. Donc tu pourrais avoir... Non, mais tu pourrais avoir une continuité. Tu as un écran, tu as une application en 4K. Exactement. Enfin bon, c'est... Ouais, le multi-user, moi, effectivement, ce serait plus un truc grand public. C'est-à-dire que là, j'ai des iPads à la maison, puis des fois, je me dirais, tiens, en fonction des âges, j'aimerais leur mettre des applis différentes. Bien sûr. Bien sûr, c'est étonnant. Ouais. Envie de partager des applications avec des jeunes enfants ou je pense que ça leur demande beaucoup de leur laisser YouTube, des choses en amont. Quand tu vois comment est fait le système, même si c'est un dérivé Unix, tout ça, tu as les users et tout, mais la façon dont est pensé l'iPad, avec le Springboard, avec la façon dont ils stockent et tout, peut-être ça leur demande beaucoup de boulot de faire ça. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage. Tu vois. Bientôt, hein. Dernière réaction concernant iPadOS, regardez, concernant ce chapitre de Potra TV, Anthony Rouellou sur Twitter, un peu toutes les réponses du sondage. À la fois, en fait, il est d'accord à peu près à toutes les remarques. Pour lui, iPadOS 15, c'est un peu iOS 14 pour l'iPad. C'est assez bien résumé et c'est l'objet du prochain chapitre. iPadOS 15 égale iOS 14. En clair, iPadOS hérite de toutes les avancées en matière d'interface apparues l'an passé dans iOS 14. Ça a commencé par les widgets, Laurent. Ouais, c'est vrai que donc on a vu arriver les widgets, y compris sur l'iPad, mais c'est vrai que l'iPhone avait finalement hérité d'un mode de widget qui était presque plus pratique que sur l'iPad. Du coup, ce manque est comblé. Du coup,
la question qu'on pourrait même se poser à un moment donné, hein, c'est est-ce que finalement l'iPad OS n'est pas juste une appellation de iOS pour iPad, quoi. Il n'y a pas de grand changement. Alors, on a vu à l'exception du multitâche parce que l'écran est plus grand, mais c'est tout, quoi. Tu vois, est-ce que ça méritait un nom différent, quoi? Ouais. Et au-delà, autre fonctionnalité qui est apparue l'année dernière dans iOS 14, qui arrive cette année dans iPadOS 15, c'est la bibliothèque d'applications, Didier. Oui, c'est un peu pour les gens comme moi qui ont plein d'applis et qui ont la flemme de ranger. Je trouve ça super bien. Il te fait tout seul. Et tu peux masquer finalement toutes tes pages d'appli, tout est dans la bibliothèque. Et puis au pire, tu peux utiliser la recherche si tu préfères. Oui, et le dock, Donc, là, en plus, qui permet d'y accéder. Hein. Ouais. Et, voilà, c'est et moins ça a le foutoir. Didier, c'est un avantage aussi, c'est que la bibliothèque d'appli sur iOS, donc sur iPhone, elle est en dernière page. Hein. Et en fait, pour y aller, quand il y a beaucoup d'applis, tu n'y arrives jamais. En fait, moi, quand je vais à la fin, quand je vois que c'est ce qui s'affiche, je dis, ah, je suis allé trop loin, je reviens une ou deux pages avant. Alors que là, le fait qu'elle soit dans la dernière appli du dock, tu y accèdes beaucoup plus rapidement. Alors autant je trouve ça nul sur iOS, autant je trouve ça génial sur iPadOS. Ouais, et pour le reste, on retrouve les avancées qu'on a présentées la semaine dernière dans iOS 15. Hein. Je vous invite à regarder notre émission de la semaine dernière avec Laurent, Stéphane et Didier. Donc vous retrouvez les mêmes avancées, mais sur un grand écran d'Apple Plan qui nous a vraiment séduit. On aimerait juste qu'il y ait plus de villes qui soient aux mêmes couleurs que San Francisco. FaceTime et la compatibilité Windows et Android, mais qui est perfectible. On va voir comment ça va évoluer au fil des semaines. La possibilité d'épingler des liens et des images dans iMessage, les nouvelles notifications et bien sûr la gestion de la vie privée qui est le mantra d'Apple. Belle avancée, peut-être on peut s'attarder un petit moment, Didier, c'est les onglets de Safari. Qu'est-ce que vous avez pensé, les amis, de cette nouvelle présentation? Allez Didier, tu commences. Ben, déjà mieux que sur iOS, parce que sur iOS, Safari, je trouve que c'est une horreur. Les URL en bas, tu le modifies, elle repart en haut et tout. Donc c'est vraiment pas terrible. Là, en fait, c'est un mode tellement plein écran qu'il n'y a plus d'accès ouais, à non, mais l'interface. et puis tout est compliqué. Tu veux mettre le mode privé, il y a au moins 3 actions à faire, etc. Donc je trouve que sur iOS, c'est devenu très compliqué. Sur l'iPad, c'est pas mal, ça t'offre plus de surface, puis les avoir en haut, c'est pas mal. Par contre, comme tu as la barre d'URL à gauche, tu as quand même moins de place pour les onglets. Donc tu vois, faut pas avoir des doigts trop gros si tu as beaucoup d'onglets ouverts. Après, il y a pas mal de petits trucs cool. Tu sais, par exemple, tu peux tirer le site pour le rafraîchir comme ça. Ah, ça, c'est sympa. C'est assez bien fait. Tu as le petit, à gauche, tu as un petit volet aussi où tu as accès à tes différents onglets et tout. En fait, il y a plus de place sur l'iPad, donc ils ont pu faire des interfaces, je trouve, beaucoup plus sympathiques. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était une belle avancée, Safari. Laurent. Pareil. Bon, c'est un peu perturbant, les icônes qui se mélangent à la barre à l'URL, parce que du coup, ça, c'est assez étonnant, mais à part ça, c'est beaucoup mieux. Et sur iOS, en fait, ce qu'ils ont fait dans iOS, c'est juste pour quand même défendre Apple, entre guillemets, hein, c'est qu'ils veulent que tu puisses y accéder de la main. Donc quand tu tiens ton téléphone, en fait, la barre, elle est en bas pour que tu puisses cliquer avec la barre en bas. Après, au début, tu cherches quoi. Tu cherches ta barre en haut, quoi, parce que c'est la première fois qu'on a une barre avec l'URL en bas. Donc là, il n'y a pas ce problème. Ça reste je trouve le résultat plutôt pas mal. Ouais. Je suis d'accord avec Didier. Allez, assez parlé d'iPadOS, parce que vous avez vu que finalement, les fonctionnalités sont assez... les avancées, en tout cas, assez limitées ou déjà vues dans iOS 14 l'année dernière. On va s'intéresser à la dernière version de macOS. Elle s'appelle Monterey. Monterey, contrôle universel, hein, c'est l'avancée principale en termes de fonctionnalité, celle que vous avez plébiscitée dans notre second sondage de la semaine. Regardez, quelle avancée retenez-vous de macOS 12 alias Monterey? Universal Control, donc contrôle universel 43,1%, suivi d'AirPlay vers le Mac, moi j'ai beaucoup aimé 27%. Les onglets de Safari, on en parlait un instant, 17,5% qui arrivent aussi sur macOS. Et enfin, le gestionnaire des mots de passe, 12,4% qui est également une avancée. Alors, mais avant de parler de contrôle universel et des avancées propres à Monterey, une question, est-ce que vous avez entreaperçu, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, mais des fois, il y a dans les... comment dit-on Le diable se cache dans les détails. Voilà, le diable se cache dans les détails. Est-ce qu'à l'instar de Big Sur l'année dernière, qui nous avait fait vraiment nous enthousiasmer avec la nouvelle interface, est-ce que vous avez vu des éléments, des menus qui auraient grossi, qui pourraient laisser penser qu'Apple proposerait un mode tactile? Est-ce qu'il y aurait cette trace d'évolution dans Monterey? Laurent, Didier, est-ce que vous en avez C'est moins violent que l'année dernière. L'année dernière, ça nous avait vraiment ouvert la porte en nous disant... mais c'est clair, quoi. Les icônes en haut regarde dans la la barre. capture de Big Sur, là, Ouais. on le voit pour le réglage des moniteurs. On a envie de tendre le doigt pour augmenter la luminosité de l'écran ou le volume. Hein. Voilà, pour moi, j'ai pas eu ce... Quand j'ai vu l'an dernier Big Sur, j'ai dit, c'est sûr. Là, je n'ai pas eu cette réaction. Didier? En fait, moi, ce qui a enterré l'idée, c'est l'iMac. C'est-à-dire que, en fait, tu pourrais imaginer qu'ils aient imaginé un Mac tactile
avec un nouveau design, repenser totalement les machines pour qu'elles puissent être utilisables. Tu vois, l'iMac que tu amènerais vers toi, tu pourrais dessiner dessus et puis amener les doigts. Et ils l'ont pas fait du tout, alors que ça aurait été le Mac idéal pour mettre un peu de tactile dessus. Donc je vois mal ça arriver sur les MacBook Pro, enfin sur toutes les machines qu'on va avoir cette année. Les machines Pro, elles n'ont pas forcément un intérêt à avoir du tactile. Et du coup, c'est vrai que ça ferme un peu la porte et c'est très bizarre, ouais, comme tu dis. Et ce qui est amusant, c'est que tu vois, autant l'iPad, il cherche à ressembler à macOS, mais il perd pas ses petits en route. Autant lui, tu as vraiment l'impression que macOS, on veut le faire aller vers quelque chose d'un peu tactile, d'un peu plus fermé et tout, mais non en fait. Alors, regarde cette réaction d'Alexandre Rose Z06 Off sur Twitter. Universal Control, donc là, il répond sans hésitation à notre sondage. Une bénédiction, le fait d'enfin utiliser son iPad comme écran secondaire tout en partageant les performances. Le drag and drop aussi permet beaucoup de choses. Je pense utiliser davantage mon iPad avec du coup. Alors, résumons-nous, parce qu'il faut bien l'avouer, Didier, la fonction, elle ne marche pas encore dans la bêta qu'on a reçue. Qu'est-ce que ça permet véritablement de faire tout simplement, contrôle universel. Est-ce que tu peux nous le décrire? Oui, en fait, c'est très simple. Tout simplement, Apple te dit que tu as un iPhone devant toi, un iPad et puis un Mac, et qu'en fait, tu as une souris et un clavier, et que finalement, le clavier et la souris marchent avec tout. Donc, pourquoi ne pas faire besoin tout de KVM. simplement... Voilà, tout simplement glisser ton curseur de l'un à l'autre, comme tu le ferais naturellement, et puis dès que tu mets la souris dans un espace, il te met le clavier à disposition. Donc c'est assez logique, et on voulait tous le faire, en fait, ce petit passage. Là, on voit la transition entre les différents environnements, et ça va plus loin que le piloter le pointeur de la souris. Il y avait d'ailleurs Logitech, il y a 3 ou 4 ans, avait sorti une souris qui permettait de faire ça d'un PC à un Mac ou de plusieurs Mac en même temps. C'est assez étonnant. Là, on peut carrément échanger également des fichiers d'un univers à l'autre. Oui, et bon, alors c'est pas dispo là, alors on fait cette vidéo dans les bêtas, donc on n'a pas pu tester nous, mais c'est vrai que en fait c'est super parce que vraiment, quelque part, quand tu es en mobilité, par exemple avec ton MacBook Pro, tu vas pouvoir vraiment avoir un iPad qui t'assiste complètement. Voilà, si tu traites un fichier vidéo, j'en sais rien, ou que tu dessines un truc, tu vois, tu vas le filer dans Photoshop, tu vas le renvoyer là avec ta souris. Enfin, on peut imaginer quand même pas mal de choses assez intéressantes avec ça. Et l'air de rien, c'est peut-être une des plus grosses nouveautés quand même pour les usages. Hein. Ouais, est-ce qu'elle n'est pas là, Laurent, finalement, ce rapprochement attendu entre les interfaces de l'iPad et du Mac? Bon gré, mal gré, on favorise les échanges à défaut de fusionner les deux interfaces. C'est possible, c'est fort probable. A priori, de toute façon, c'est ce qu'on a, hein, donc je dirais que c'est plus que probable. Maintenant, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas de la prise de contrôle à distance, tu vois, c'est juste de l'extension. Il y avait déjà l'extension de l'écran, hein. Tu pouvais déjà te servir de l'iPad. Là, ça va un peu plus parce que tu gardes le fait que tu puisses aller jusqu'à l'applicatif de l'iPad et pas seulement la partie écran de l'iPad. Ouais, ça n'a rien à voir avec Sidecar, on a bien compris. Ça, voilà, c'est Sidecar. C'était l'écran de l'interface du Mac. C'est ça. On utilisait l'écran de l'iPad comme un écran externe. Exactement. Là, c'est vraiment passer de l'iPad au Mac, du Mac, ou deux Mac, voire 3 Mac, ou 2 iPads. Voilà, bref, on pourrait même imaginer ça sur un iPhone à terme. Après, contrôle universel, il ne faut pas aller trop vite. Autre nouveauté que vous semblez avoir appréciée, c'est AirPlay vers le Mac. Mais avant, un petit mot au sujet de notre sponsor, SanDisk Professional. Je dis bien SanDisk Professional, hein, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des professionnels de l'image, aptes à combler chaque étape du processus de création, de part tout simplement de la prise de vue à l'instar des Procards CF Express ou des recharges grâce au lecteur de cartes CF Fast et CF Express. SanDisk commercialise désormais des disques pour le montage et l'archivage. La gamme propose des modèles SSD Pro USB-C et Thunderbolt 3 portables ou de bureau ou encore des versions RAID, le tout issu de l'expertise du constructeur J Technology. Bref, SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. J'ai la chance d'avoir en plateau regardé un modèle RAID, le G-RAID Shuttle 4. C'est un disque RAID hébergeant, comme son nom l'indique, 4 baies, apte à accueillir 4 disques, cumulant jusqu'à 72 Tera de capacité de stockage en RAID 5. Il se connecte en USB-C, en Thunderbolt 3, et tout cela permet d'afficher des débits de transfert jusqu'à 1000 mégaoctets par seconde en lecture contre 1100 mégaoctets par seconde en écriture. Tout ça supporte de multiples streams et vidéos en 4K et 8K. Bref, de la belle ouvrage. Merci à SanDisk Professional de nous soutenir. Cap sur AirPlay.
AirPlay vers macOS, là c'est une belle avancée de Monterey, Didier, la possibilité de lire une vidéo depuis l'iPhone, un iPad vers un Mac, voire un Mac sur l'écran d'un autre Mac, c'est bien ça. Ça t'a convaincu? Ah oui, totalement, Olivier. Et moi, j'imagine bien ça, par exemple, dans un bureau. Tu veux envoyer l'écran de ton Mac, par exemple, tu fais du développement sur l'écran de ton collègue, tu veux lui montrer ce que tu as fait. Hop, il fait récepteur AirPlay. En fait, tous les Macs deviennent des récepteurs AirPlay, c'est hyper cool. Et puis, je sais pas si tu te rappelles du mode Target Display de l'iMac où tu pouvais connecter un portable sur l'écran de l'iMac simplement. Oui, Et ben là, du coup, voilà, du coup, tu vas pouvoir le faire. Tu allumes ton Mac, tu le mets en récepteur AirPlay. Et finalement, l'iMac te sert d'écran externe parce que beaucoup ont rêvé quand ils ont vu ces nouveaux iMac. Ils se sont dit, je veux ça comme moniteur. Bon, ça fait un petit peu cher, mais on va pouvoir le faire. Donc, ouais, ça ouvre beaucoup de possibilités. Ça, c'est vraiment un truc cool. Et ça, j'ai testé. Et les amis, ça marche. Et surtout, ça marche même en vidéo. C'est-à-dire, tous les contenus protégés, il est fait passer maintenant malgré les DRM. sur la machine. Et ouais, ça marche aussi. Et tu n'as pas trop de latence qu'on pourrait parfois le craindre avec AirPlay? Si, il y en a un petit peu quand même, c'est la latence AirPlay, donc on la connaît. En fait, c'est surtout pour du monitoring, les gens ils s'en servent plus pour ça en général. Après, j'ai vu, alors je ne sais pas si ça marche, j'ai pas encore testé, que ça pourrait marcher en filaire aussi. Oui, j'ai vu ça. Tu connectes un câble USB-C. Voilà, donc à tester effectivement, voir si c'est un petit peu plus rapide, mais ce serait assez Si on cool, branche quoi. un iPad ou un iPhone en Lightning et en USB-C sur un Mac, ça passerait par le câble. Laurent? Non, je mets le point sur ce que vient de dire Didier. On a eu, à la sortie de l'iMac, beaucoup de commentaires de gens qui nous disaient « Oh, j'adorerais utiliser cet écran éventuellement de temps en temps comme un écran externe de mon portable. » Là, tu le fais en live et l'avantage, c'est que tu gardes ton ordinateur ouvert. Donc, tu vois, tu perds pas ce que tu es en train de faire. C'est juste vraiment le prolongement. Puis au-delà, tout le monde n'a pas une Apple TV. Hein. Non. Et donc, du coup, ça bénéficie de cet écran plus grand, meilleure qualité. Tu vois, pour après, faut pas se leurrer. Tu vas pas streamer de la 4,5K à 60 Hz sans lag. Ça fait quand même avec un bon Wi-Fi 6. Voilà, non, mais ça va être un peu flou. Tu vois, c'est quand même pas. Ouais, ça va pas être foufou, quoi. Allez, gros plan à présent sur les autres nouveautés de macOS Monterey, dont beaucoup sont héritées, vous allez voir, d'iOS 15. Safari, raccourci, mot de passe. Monterey reprend un grand nombre de fonctionnalités annoncées par iOS 15 qu'on a présenté la semaine dernière, notamment Focus, SharePlay et QuickNote que nous avons vu précédemment dans iPadOS. Avancée que j'ai trouvé plus intéressante, peut-être notamment si vous aimez entre guillemets un petit peu développer, Shortcut qui était réservé à iOS qui débarque désormais sur Mac. Tout à fait. Donc en fait, alors il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y avait Apple Script qui a été absorbé par Automator, qui est en train de se faire absorber par Shortcuts. Donc, si tu veux, quand tu regardes l'ADN du système, et il te dit non, mais on n'arrête pas Automator. Ouais, mais bon, en même temps. Pas bon, ça change non, pas mais grosso modo, donc Shortcuts, c'est pas mal. Ça permet en quelques lignes de code. Alors, moi, je suis allé. C'est raccourci. C'est raccourci, pardon. Le nom de l'application, c'est raccourci en français. Et raccourci, ça permet de faire plein de petites choses, des choses simples comme du style lancer une action. Ce matin, par exemple, le même papa que j'ai vu à la sortie de l'école, Cyril, me disait « J'ai un raccourci qui dit à ma femme, j'ai déposé le petit à l'école, tout va bien. » Parce que comme ils vont en vélo à l'école, elle est toujours inquiète de savoir ce qui s'est passé. En fait, il me dit tous les matins, c'est le même message. J'ai un bouton, c'est bon, le message est envoyé. J'ai plus besoin de... Bon, mais ça peut aller sur les choses beaucoup plus complexes où tu déclenches. Là, c'est juste une façon de faire que les environnements se rapprochent, la même iconographie, l'icône sera la même, c'est deux carrés qui forment un S, donc voilà. Et oui, effectivement, ça ne sent pas très bon pour Automator, Didier, on est d'accord. Non, mais en fait, tout ce qui est scripting, etc., faut quand même, c'est du power user. Ouais. Même moi, j'en fais pas tant que ça, tu vois. Alors c'est dire. Mais du coup, comme Shortcut, il est quand même plus simple à utiliser. C'est vrai que c'est logique que ce truc-là évolue et puis qu'il le fasse évoluer de manière uniforme entre les systèmes. Moi, ça me choque pas. Des fois, ce qui est un peu pénible avec Apple, c'est qu'à force de simplifier un peu trop, ils enlèvent beaucoup de choses. Donc pour les gens qui aimaient bien un peu bidouiller, ils sont un petit peu frustrés, ils ont l'impression qu'on leur enlève tout le temps des trucs. Donc des fois, j'aimerais bien qu'ils continuent aussi, tu vois, à proposer des trucs un petit peu complexes, parce que Automator, ça bouge pas beaucoup ces dernières années non plus, donc on aurait aimé des trucs un petit peu plus, tu vois, au moins avoir des annonces autour de ça. Alors que là, t'as vraiment l'impression que c'est un peu le nivellement par le bas des fois. Ouais, et comme on l'a vu il y a un instant, rien à voir, cette fois-ci toujours une avancée de Monterey concernant cette fois-ci Safari, on l'a vu il y a un instant dans iPadOS. Il bénéficie également de la gestion des nouveaux onglets dans Safari. Est-ce que vous avez
un peu plus apprécié que du fait de la gestion d'un trackpad ou d'une souris que si c'était en tactile. Oui, alors c'est quelque chose qui existe, hein. C'est encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sur Chrome et certainement d'autres navigateurs. C'était dommage que ça soit pas présent dans Safari, c'est une bonne nouvelle que ça arrive dans Safari. Ouais. C'est pas, alors bien sûr, Apple le pousse un peu plus loin, quoi. C'est-à-dire que si tu prends le groupe d'onglets, que tu le pousses dans un email, tu envoies la liste de toutes les choses qui sont dans un onglet. Donc Apple, c'est cette petite chose, hein, j'arrive après tout le monde, mais je fais c'est le petit plus qui fait que voilà. Ouais. Et au-delà, peut-être Didier, c'est la vraie fonction plus, c'est la fonction de synchronisation sur tous ces appareils de ces onglets-là, c'est assez pratique, quel que soit Oui, l'univers. oui, si tu changes beaucoup d'appareils, c'est assez cool. Puis même les groupes d'onglets, tu vois, tu peux faire une recherche, j'en sais rien, tu t'achètes une machine à laver, tu as plein de sites d'ouverts, tu veux pas perdre cette recherche, mais tu sais, tu veux la stocker dans un coin, hop, tu peux sauvegarder tout ce groupe d'onglets. Le seul risque, c'est que je pense que ça va nous faire des groupes d'onglets qu'on aura oublié de supprimer un petit peu à la longue. Mais bon, voilà, après, il faut être organisé. Hein. Ouais. Au-delà, moi j'ai une remontrance, et d'ailleurs ça a fait la fortune de pas mal d'éditeurs. Je pense à Dashlane ou OnePassword notamment, c'est la gestion des mots de passe. Qu'en est-il de Monterey? Il y a des évolutions cette fois-ci, Laurent, Didier. Ah oui, bah en fait, avant, les mots de passe, ils étaient aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient cachés dans les préférences système. En fait, ils ont fait la même chose au niveau du système. Tu vois, avant, il fallait aller dans le trousseau, machin. Là, maintenant, tu l'as depuis les préférences système. Donc, c'est un moyen de te faire revenir ça un petit peu au premier plan. Et puis, en plus, ils te rajoutent des fonctionnalités. Là, tu sais, l'identification à 2 facteurs. Tu avais un petit QR code, tu avais des codes de confirmation. Donc là, ils vont automatiser ça sur les sites qui supportent aussi ça. Donc, c'est un moyen, en fait, de faciliter un petit peu la gestion des mots de passe qui n'était pas forcément très transparente. Ouais, il fallait aussi aller dans Safari pour certains mots de passe. Et puis maintenant, ils sont tous regroupés dans un menu qui s'appelle, donc tu l'as dit, mot de passe ou password, parce que ce n'est pas encore francisé, où tout est centralisé. On va voir si la gestion est quand même va monter un petit peu en puissance et s'inspirer notamment de la concurrence. Et puis apparemment, il y a... à 2 facteurs. Voilà, c'est ce que tu disais. Également, une avancée surprise qu'on n'attendait pas du tout sur Mac, qui est arrivée sur iOS depuis belle lurette, et sur iPad également, on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est Laurent, le mode économie. L'économie d'énergie, enfin un mode d'économie d'énergie. Ouais, ce qui est pas du tout intéressant sur un iMac, hein, parce qu'il est branché sur. Non, mais sur un MacBook Pro, là, vu que voilà, là, exactement, mais sur tous les portables, tu étais en droit de te dire que finalement, tu peux choisir, finalement, tu réduis la fréquence du processeur, tu réduis les actions qui se font en tâche, derrière en tâche de fond, et du coup. Théoriquement, hein, ce qui est annoncé aussi, ça serait une restauration du Mac qui est facilitée post-fermeture, post-coupure. Donc, écoute, ça serait plutôt pas mal. Et pour conclure, sur Monterey, peut-être Didier, c'est la restauration du Mac facilité. On sait quand on achète un nouvel iPhone et qu'on rend l'ancien, on peut l'effacer très facilement. Sur le Mac, c'est un peu plus compliqué. Là, ça semble un peu plus cool. Eh ben écoute, je l'ai testé l'autre jour parce que comme je l'ai rendu, tu sais, donc j'ai obligé d'acheter les machines et les rendre à Apple. Donc j'ai utilisé cette fonctionnalité. Je me dis ah cool, je suis pas obligé de redémarrer en mode machin, d'aller effacer le disque, etc. Donc j'ai fait ça, j'ai fermé mon Mac, puis je suis allé sur l'Apple Store, j'ai fait renvoyer. Et il voulait pas le renvoyer parce qu'il disait qu'il était encore associé à mon compte iCloud. Ouais. Donc je suis allé retourner, rallumer mon Mac, le déballer, tout refaire. Voilà, quand tu achètes un Mac, en fait, maintenant, alors je sais pas si c'est universel, mais il l'attache à ton compte iCloud par défaut. Et il faut faire attention parce que si tu le cèdes à quelqu'un et tout, j'ai l'impression qu'il considère quand même qu'il est attaché à ton compte avec lequel tu l'as acheté. À confirmer, mais en tout cas, moi, ça n'a pas bien marché du coup, tu vois. Ça m'a fait Mais penser, c'est quand même une bonne idée. Je pense qu'ils vont débloquer ça. Hein. C'était un peu pour rigoler, mais tu vois, j'ai voulu le tester, ça n'a pas fonctionné. Je suis pas sûr, Didier. Je suis pas sûr qu'ils suppriment ça parce que c'est quelque chose de tellement fondamental sur l'iPhone, par exemple. Et tu vois, toutes les sociétés qui font l'échange, je pense à Volpi, quand tu renvoies, il y a une petite plaquette si c'est un iPhone, si c'est un iOS, si c'est un Android. Et tu vois que c'est pas du tout les mêmes cas. Là, il te demande hein, ton mot de passe, il dit je vais vous le supprimer d'iCloud, et apparemment, ça n'a pas été pris en compte par Apple, donc tu vois, c'est casse-pied, quoi. Mais je pense que c'est lié à la bêta, il ne faut pas non plus exagérer. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour les gens qui vont même vendre leur Mac et qui, des fois, oublient tu vois, de vider toutes les données, quoi. Ça me fait penser qu'effectivement, l'autre jour, on a renvoyé un MacBook Air à Apple. On était un peu pressé, je crois qu'on a laissé le compte dedans de test. Bon, bref, on verra bien. On va essayer de régler ça. Allez, pour conclure vraiment sur Monterey, comme tout à l'heure, comme la semaine dernière pour iOS,
quelles sont les machines compatibles avec mon trait? Et là, c'est plutôt la déception. Je ne sais pas ce que Alors, vous en ouais, une pensez. fois n'est pas coutume, et on a toujours tendance à dire, on a souvent le débat, oui, mais Apple pousse à la consommation, sauf que Apple, c'est le bon élève de la tech. C'est-à-dire que le nombre de machines, que ce soit un téléphone, un iPad, Surtout une le Mac. machine supportée avec un OS, elle est, je veux dire, tu as parfois 7 générations sur les iPhones, c'est énorme. Et là, étonnamment, assez peu de machines, ils ont décidé de le couper. J'ai un point de vue là-dessus. Mhm. Je pense qu'en fait, Bien. non, mais je pense qu'en fait, c'est pour préparer la migration M1. C'est-à-dire qu'en fait, tu réduis le nombre de machines progressivement compatibles. Presque de l'obsolescence programmée que tu décris là, en faisant ça. Non, ce que je te dis, c'est qu'en fait, ça va être compliqué de gérer 2 OS. C'est-à-dire, non, mais un OS qui marche et sur Intel et sur M1. Donc, au moment où sort les M1, progressivement, si du jour au lendemain, c'est pas pour aujourd'hui le problème, c'est dans 2-3 ans. Si dans 2-3 ans, ils disent d'un coup, bon, ben ça y est, les Intel ne sont plus supportés, tout ça va être branle-bas de combat, quoi. Tout le monde va se mettre à hurler. Alors que là, tu réduis un peu le nombre de machines supportées, D'accord. tu passes sur M1, sur Apple Silicon, et tu reviens en arrière, et progressivement, tu reprends les trucs. Je pense que c'est la Quel est raison. ton sentiment sur... déjà, si tu peux nous résumer brièvement par rapport au petit slide qu'on a à l'écran, les machines qui sont compatibles ou pas, regarde. Eh ben, et en fait, oui, les années, quand tu regardes, c'est à peu près 2015, hein, l'année minimale. 2014, on arrive sur le Mac Mini, mais c'est vraiment Bonne le année maximum. 2015. Mac Voilà, Pro 2013, mais Année bon, de c'est... naissance de mon petit garçon. Voilà, le Mac Pro, voilà, ils ont gardé heureusement le Mac Pro. Mais par contre, en fait, là, ils ont le minimum qu'il faut pour avoir l'installation. Mais par contre, après, ils te brident énormément. C'est-à-dire que si tu as un Mac qui est Intel, qui quand même, là, tu peux en acheter encore, tu vois. Tu as des fonctions en Bien moins. sûr. Mais Et alors des que c'est des gros machines très plus chers, chères. des milliers d'euros. Hein. Voilà, exactement. Et ça, je trouve que c'est extrêmement mauvais en com de faire des choses spécifiques, même si ça se justifie, parce que tu vois, il y a le moteur Neural Engine. Neural Engine qui est plus puissant chez Apple, etc. Donc, on sent bien qu'ils veulent vendre leur crèmerie, mais tu fais pas des trucs comme ça juste pour pousser les gens à acheter des Mac M1 quand ils ont des Mac Pro ou des MacBook Pro. Donc, c'est un peu frustrant, Qui valent le double. je trouve, à l'usage. Voilà. Mais ils l'ont toujours fait, hein, de désactiver des fonctions sur les anciens Mac, mais souvent, c'était pour du hardware, parce que tu n'avais pas le hardware qu'il fallait. Mais bon, là, voilà, c'est vrai que c'est un peu frustrant, quoi. Ouais, et des trucs comme AirPlay ou FaceTime qui se retrouvent très limités. Ils sont réservés au M1, on l'a dit tout à l'heure, effectivement. Par exemple, le flou d'arrière-plan qui marche sur Skype, tu vois. Tu dis ça marche sur Skype, ça marche pas sur les Mac M1. Ils se fichent de qui? Ils auraient pu faire un truc Non, ça marche peut-être un sur les peu Mac moins M1, mais performant. ça marche pas sur les Mac Intel. Pardon, oui, le contraire. Mais sur Skype, ça marche, tu vois, Oui, ils arrivent à le faire. On a quand même des gros GPU, donc s'ils voulaient le faire, ils pourraient. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu un manque d'ambition quand même pour le respect des clients, je trouve. Allez, pour conclure cette émission, un retour plus global sur la WWDC et des annonces propres aux développeurs. Alors, est-ce que les développeurs ont été oubliés? Pourquoi on pose cette question lors de la WWDC? Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions à nos critiques en ce sens et au-delà à nos regrets affichés il y a 15 jours maintenant qu'il n'y a pas eu d'annonce majeure, ou du moins matérielle, jugé plutôt au niveau des réactions de Twitter, de Raphaël Thaïs. Je ne comprends pas trop les plaintes en masse. Une keynote WWDC avec les mises à jour logicielles, de nouvelles fonctions, Maps qui va plus loin que Google. Ouais. FaceTime rattrape et s'ouvre. Ouais. Live text, VPN, multitâche, etc. Alors ou pas. Alors oui, pas de multisession sur iPad ni météo. Effectivement, il y a l'application météo, ni calculatrice n'est toujours pas arrivée sur l'iPad. Alors, quel est le bilan de ces bêta au niveau des développeurs? Et est-ce qu'on peut essayer, peut-être avec Laurent, parce que c'est vrai qu'avec toi, j'étais très critique la semaine dernière avec Stéphane, de un petit peu réorienter votre propos? Alors, je vais essayer je vais pas présenter mes excuses. Hein, non, mais mais je sais qu'on a eu beaucoup de critiques sur Twitter. Mais... Je vais juste rappeler ce que c'est. On parle, il appelle la DubDub, hein, c'est WWDC, donc c'est la Worldwide Developer Conference, c'est la conférence mondiale des développeurs Apple. Normalement, historiquement, je sais pas, ça doit être ma 20e que je suis, historiquement, c'est un événement qui a toujours été présenté par les patrons d'Apple, hein, Steve Jobs dans son temps, quand il était malade, Phil Schiller. Mais c'est le moment où on annonce des choses autour
d'outils pour le développement. C'est là que Swift a été annoncé, quand ils ont développé, c'est plutôt autour du développement. Là, au final, c'était une conférence qui était intéressante avec plein de petites avancées. Moi, je ne m'attendais pas à voir du hardware. Hein. C'est une conférence développeur. Il y en a qui attendent le hardware. Est-ce qu'il y a le nouveau Mac, le nouveau MacBook, le 14, le 16, même nous, en la préparant, on l'avait cité. Mais d'un point de vue des développeurs, je trouve qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Ils ne sont pas arrivés avec un truc, tu vois, une vision. Par exemple, j'aurais aimé, moi, que le système où ils passent j'arrive pas, Universal, comment il s'appelle ? J'arrive même pas à retenir son nom. Ouais. Ce truc-là, ça soit quelque chose qui dise, ben voilà, on veut que ce soit un écosystème Apple, et on va le développer de façon macro dans les années à venir. Même regarde, Google I.O., c'était la même chose. Tu as le show keynote qui est grand public, et derrière, tu as des centaines de sessions. Tout à fait. Alors, c'est ce que je veux dire. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que la dub, c'est deux choses. C'est la keynote, et ensuite, c'est des centaines de sessions avec les développeurs, et là où ils peuvent discuter. Ça a toujours été ça. Il n'empêche que la keynote, c'est là où c'est ce qui te lance, c'est ce qui lance le truc. Elle était un peu fade, elle était un peu terne. On a été gâtés sur l'année passée. On a plein de keynotes préenregistrées Apple, d'événements Apple, où on a dit waouh, on a fini, c'était bien réalisé, c'était super. Même la vidéo d'introduction des développeurs, elle était bilice cette année. Par rapport aux autres années, on se rappelle des autres années avec la personne qui débranche la prise et l'App Store qui tombe. On en a eu plein à chaque fois. C'est des trucs qui disent, waouh, là c'était un peu terne. Un peu flat. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces à caser. On sait qu'ils voulaient raccourcir au maximum le temps de cette keynote et que ça durait quand même plus de 2 heures et 2 heures et demie pour un full back parce qu'on a pris l'antenne une demi-heure avant. Mais on l'a vu la semaine dernière avec Didier. Sachant qu'il y avait certainement, puisqu'il y avait dans le code caché des références à MAX, une possibilité de présenter aussi des MacBook Pro. Est-ce que c'est un problème de provisionnement, etc. On ne sait pas. Mais en tout cas, s'ils avaient en plus présenté du matériel, je ne sais pas combien de temps aurait duré cette keynote. Ce qui est génial, ce qui est génial, c'est que paradoxalement, ils auraient très bien pu les annoncer, vu comme c'était monté. Ils auraient pu se décider jusqu'à la dernière minute, on les annonce, on les annonce pas. Ça aurait pu prendre 5 minutes de plus ou 10 minutes. Il suffisait juste que Tim Cook enregistre une conclusion différente. Hein. Oui. Parce que comme tout était préparé, pré-monté. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est dans l'absolu. Ouais, c'est ça. Dans l'absolu, ça aurait pu être fait. Il y avait juste la conclusion à rajouter. On n'en aurait rien su. C'est la version enregistrée. Ouais, c'est ça l'avantage. On fera traîner du côté. J'aimerais bien avoir le compte Google, le compte YouTube, Didier, d'Apple pour qu'on puisse regarder les keynotes au moment où elles sont téléchargées. Alors, est-ce qu'on peut faire brièvement un bilan de ces bêtas au niveau et des annonces de la WWDC au niveau des développeurs? Premier constat, messieurs, c'est que TestFlight arrive sur Mac, qui était réservé à l'environnement iOS. Oui, tout à fait. Donc TestFlight, c'est une application qui a été rachetée. Hein. C'est une société externe qui le faisait. C'est une application qui permet à des développeurs de donner un accès limité à un certain nombre d'utilisateurs. Pour tester en avant-première une version bêta ou une version alpha même d'une application iOS, iPadOS, donc plutôt mobile. Et c'est vrai que ce n'est pas logique qu'on ne puisse pas tester une application Mac. Donc en fait, c'est une application qui te permet de faire des tests du coup sur des applications Mac. Et maintenant, donc, on va se retrouver à pouvoir pré-tester des applications. C'est un super outil. Hein. Moi, j'avais un compte. D'ailleurs, il a fait que je fusionne mon compte TestFlight avec mon compte Apple. C'est vraiment un super outil. C'est un très bon achat de Apple pour les développeurs. Et puis, on voit arriver maintenant des outils de développement sur le cloud, Xcode Cloud. Donc, ça ne concerne pas que le Mac. Vraiment un outil destiné aux développeurs pour toutes les plateformes, Didier. Oui, c'est assez bien vu. Alors, c'est pas exactement Xcode dans le cloud, ce qui, à mon avis, pourrait arriver. Hein, ça permettrait de développer sur iPad sans proposer aux gens de compiler, mais bon, bref. Et là, c'est plutôt un outil pour, je dirais, faciliter aussi parce qu'aujourd'hui, quand tu veux développer, il faut t'acheter pas mal de bécanes. Il y en a qui compilent, il y en a qui font du test unitaire. Ça devient assez complexe. Donc, Apple propose ça. En plus, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est gratuit, donc c'est plutôt cool pour les petites boîtes. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui pourrait être assez intéressant. Mais je ris parce qu'on m'envoie un petit WhatsApp. Ils sont rieurs dans la. Allez, on monte un peu la régie, parce qu'on a mis une caméra à montrer là. On l'a au moins vu une fois, cette régie dans l'année. Salut la régie, vous occupez. Voilà, l'équipe de On refait le Mac. Regardez, on voit au premier plan notre assistant réel.
Oscarito, Oscar Nesli, Steve Guibert, notre réalisateur, qui est masqué, et puis un peu plus loin, notre ingénieur du son, Christophe Modelo. Hein, c'est une vraie petite chaîne de télé qu'on a montée ici. Et il m'envoie une petite compilation pour compiler l'interface de l'application Mac Forever. Je sais. Elle sort quand cette application, Didier? Peut-être que c'était un running gag, peut-être qu'on n'aura jamais, tu vois. Bon, on continue sur les outils de développement pour améliorer l'interface de Mac Forever. Du côté de Swift, il y a des améliorations également. Oui, alors, alors encore une fois, il y a celles qui ont été annoncées pendant la keynote, et puis il y aura tout ce qu'on va découvrir qui va perler là. Il y a eu je sais pas combien de sessions déjà dans l'application. Il y a une application qui s'appelle Developer qu'on peut télécharger et on peut voir, puisque Apple rend gratuite les vidéos a posteriori, c'est toujours très bien fait ces sessions. Entre autres, il y a tout ce qui est le calcul parallèle, donc tout ce qui est donc ce qu'ils appellent concurrency, mais il y a aussi dans le code le fait de pouvoir gérer la dimension asynchrone du code, c'est-à-dire qu'on lance une action et on peut continuer à faire quelque chose en attendant que cette action se déroule. C'est très courant dans le langage type Node.js, tu vois, ou React, tu vois. Aujourd'hui, c'est très utilisé ce mode-là, et ça va donner une vraie flexibilité et une vraie puissance à Swift, sachant que c'est traité de façon assez relativement simple. Donc voilà, j'avais noté d'autres trucs. J'avais noté, donc bien sûr, tout le monde a accès donc à l'API SharePlay. Il y a le Conversation Bull, le Reality Kit, la taille des widgets extra large pour iPadOS, le Screen Time, l'Object Capture. Enfin bon, il y a une liste à l'après-vert. App Store aussi, possibilité de créer plusieurs types de pages pour l'App Store pour promouvoir. Ça c'est une deuxième chose qui est intéressante, parce que là, on n'est plus commercial. Exactement, on n'est plus dans la dimension pure développement, on est dans le marketing de l'app. C'est-à-dire que, et Apple, finalement, pour une boîte qui est quand même au top du marketing, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et donc là, ils ont sorti, peu de gens en ont parlé après l'annonce. Alors je pense que c'est quelque chose d'assez génial. Tu as la possibilité de changer beaucoup plus facilement les icônes, d'avoir des jeux d'icônes d'applications qui changent. Donc je me suis rendu compte que One Password, la version printemps, elle a des herbes qui poussent sur l'icône. Tu as le fait d'avoir plus d'outils. Tu peux faire de l'A/B testing de l'A/B testing dans l'App Store. Je teste la version A, je teste la version B, j'en envoie un peu la moitié à l'un, la moitié à l'autre, et je vois l'image qui marche le plus. Et donc du coup, je vais dire, tiens, cette image-là que j'ai faite de telle manière est plus efficace, donc je vais plutôt aller, qui est quelque chose qui est très courant dans l'univers du web. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont ajouté quand même, bien sûr, un des débats, un des sujets qui était quand même il y a quand même le procès Epic, il y a quand même, Apple est toujours un peu sur le grill. Ils ont placé la petite info qui était que 600 millions de visiteurs hebdomadaires sur le store et 230 milliards de dollars reversés par Apple aux développeurs. Ouais. Donc, ça laisse juste imaginer combien Apple a gagné, parce qu'il suffit de prendre 30% de ça, et voilà. Mais tu n'étais pas avec nous, Didier, ce sera le mot de la fin la semaine dernière, donc tu n'étais pas avec nous il y a 15 jours déjà, même ça passe trop vite. On s'attendait à ce qu'Apple réagisse par des annonces aux critiques monopolistiques autour de l'abus de position dominante autour de l'App Store. Ça n'a pas du tout été le cas. Voilà, ton sentiment par rapport à ça, il y a l'impression quand même que la pression monte quand même. Oui, mais ça a toujours été leur logique, c'est pas d'aller dans l'arène, c'est de te montrer ce qu'ils donnent, ce qu'ils ont fait, le nombre de jobs qu'ils ont créés. Là, il y a encore une info qui vient de tomber, comme quoi ils ont créé, je sais plus, 200 000 jobs en Inde, je crois, autour du développement, etc. Donc voilà, ils poussent. C'est comme quand tu leur dis, vous payez pas d'assez d'impôts, ils disent, on est la boîte qui paye le plus d'impôts, mais ils ne disent pas, on pourrait être celle qui en paye vraiment encore beaucoup le plus, tu vois. En France. Donc bon, voilà, c'est du marketing tout ça, mais à la fin, la décision, c'est la justice finalement. On va pouvoir faire l'administration Biden sur ce sujet, oui. Juste une question que je me suis posée. J'ai pas eu le temps de re-regarder en entier la keynote. J'ai repassé. Non, mais voilà, alors, surtout qu'on l'avait commenté en direct. On l'avait commenté en direct. Mais il me semble qu'ils ont cité Overcast, qui est l'appli de Marco Arment. Ouais. Et Marco avait tiré à boulet rouge sur Apple le 3 juin en publiant, je vais pas dire un brûlot, mais il avait publié un blog post où il disait que Apple ne respectait pas les développeurs, et Apple aurait cité, donc j'ai pas eu, je voulais chercher pour écouter dans le transcript, j'ai pas eu le temps de le faire avant de venir, j'ai oublié, mais je me dis que si c'est le cas, ça pourrait donner quand même l'info que l'enregistrement se serait fait entre le 3, qui était le jeudi, ou le jeudi. Oui, ça a pris plusieurs jours. Et le lundi. Donc ça veut dire que ça donne une info. Elle n'est pas enregistrée 10 jours à l'avance. Tu vois, puisque non. Il y a des risques. Non, mais du coup, ça donnerait cette info, tu vois, parce que voilà, c'est une info. On va réussir à avoir le code de la chaîne YouTube d'Apple et de suivre les enregistrements. Je sais pas ce que tu en penses, Didier, mais.
Oui, mais Apple écoute quand même les gens, hein, donc ils sont pas non plus hyper rancuniers. Ils écoutent quand même tout ce qui se passe. Ils regardent, tu vois, nos émissions. Je pense qu'ils les regardent aussi. Il y a beaucoup de gens J'espère. qui les regardent. Et dans le détail, des fois, tu sens ça effectivement, qu'ils sont quand même très alertes. Donc c'est pas parce qu'il y a des critiques, même des fois, qui sont acerbes. Ouais, les gens des fois ils nous disent, oh, vous critiquez beaucoup Apple. Oui, mais qui aime bien châtie bien. Je veux dire, les gens qui sont le plus critiques, c'est ceux qui quelque part apprécient le plus ton travail et voudraient que tu sois encore meilleur. Donc je pense qu'Apple est très consciente de ça et c'est pas du tout, c'est pas du tout une boîte qui est forcément très rancunière comme on peut l'imaginer, même si elle l'est un peu de temps en temps, Non, non, bien sûr. évidemment. Ouais, parfois même très rancunière. Mais moi, je me souviens qu'il y a 2 ans, je crois que c'est ça, ou il y a 2, 3 ans, Apple avait supprimé le Bing, le ding de démarrage Mm. des Macs. J'avais trouvé ça carrément regrettable, voire lamentable, parce que c'est vraiment l'âme du Mac depuis sa création. Les équipes de développement d'Apple avaient énormément travaillé. Et Jean-Luc Gassier nous en avait parlé notamment dans cette émission. Et puis, j'avais été assez dur. Et même lors des product briefings chez Apple, j'avais un peu dit, mais en gros, c'est plus un Mac, c'est un PC que vous êtes en train de nous sortir. Et puis, j'ai reçu un petit message quelques semaines plus tard, lorsqu'il y a eu la mise à jour de Big Sur, en disant, regarde. Et quand on a allumé Big Sur, effectivement, on avait le démarrage et le Bing était de retour. Donc, comme quoi, critiquer, c'est pas. Je dis pas que c'est moi qui ai provoqué ça, bien au contraire, loin de là. Mais on était nombreux à l'avoir dit déjà. Mais voilà, c'est pour que les choses avancent et dans le bon sens. On est passionné d'une plateforme, on n'est pas passionné d'une marque, ce qui n'a rien à voir, croyez-moi. Allez, pour conclure cette émission, un petit message à propos de notre sponsor SanDisk Professional. Notez bien la nouvelle marque, SanDisk Professional. Notez bien donc, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archives à destination des professionnels de l'image, aptes à combler chaque étape du processus de création, de la prise de vue, à l'instar des Procard CF Express, au dérochage grâce au lecteur de cartes CFast et CF Express. SanDisk commercialise également et désormais des disques pour le montage et l'archivage. La gamme propose des modèles SSD Pro USB-C et Thunderbolt 3, portables ou de bureau, ou encore des versions RAID, le tout issu de l'expertise du constructeur G-Technology, qui en quelque sorte disparaît. Bref, SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. J'ai la chance d'avoir à côté de moi, regardez, un modèle RAID, le G-RAID Shuttle 4. C'est un disque 4, comme son indice, avec 4 baies, apte à accueillir 4 disques cumulant jusqu'à 72 Tera de données de capacité de stockage en RAID 5. Il se connecte au Mac en Thunderbolt 3 et USB-C, lui permettant d'afficher les débits de transfert de fichiers jusqu'à 1000 mégaoctets par seconde en lecture contre 1100 mégaoctets par seconde en écriture, apte à supporter du multiple stream en 4K, voire du 8K, voilà, du sur-mesure pour les vidéastes notamment. Merci, un grand merci à SanDisk Professional de nous soutenir. Allez, on passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier. Eh ben, écoute, ça va être un coup de cœur, coup de gueule un petit peu. J'en ai pas fait souvent, mais tu sais, je teste beaucoup de voitures. Et là, on est donc sur la WWDC, donc la conférence des développeurs. Donc, il y a plein de développeurs qui nous regardent et qui développent donc des petites applications pour les voitures. Et moi, j'étais vraiment très surpris de voir que maintenant, donc l'avenir, tu vois, c'est l'électrique, c'est la connectivité, c'est les écosystèmes. Et j'étais vraiment surpris. Là, il y a pas longtemps, j'ai même testé une voiture qui n'avait pas d'application. Donc, tu la mets à charger, par exemple, tu vas manger un coup. Puis elle se déconnecte. T'as rien, t'as même pas une notif, même pas tu vois, un statut de la voiture. Je vais pas les dénoncer, mais c'est chez Volvo, Polestar et compagnie. Là. Ils ont pas d'appli. Et quand je leur demande, je dis mais attendez, c'est quand même critique. C'est des voitures à 60, 70 000 balles. Vous pouvez pas payer un petit développeur là qui vous fasse une appli à 5 000 balles. Et eux, ça les perturbe pas. De Mac Forever. Il y a une appli pour Mac Forever qui est beaucoup mieux que plein d'applis. Voilà. Mais qui aime bien, je dis bien, Didier. Non, mais je sais bien. Mais justement, tu vois, c'est ça qui est assez affolant, c'est que nous, on peut faire des applis comme ça. Ouais. Et des constructeurs, tu te dis quand même, ils laissent leurs clients dans la panade, alors que c'est le début de tout ça. Hein. Donc vraiment, il faudrait mettre les moyens. Et tout ça pour dire que ces conférences de développeurs qui sont censées tu vois, rassembler un petit peu les communautés, qui sont censées pousser un petit peu la vie des gens un peu plus loin, et ben, il serait temps que l'ancien monde s'en préoccupe un petit peu. Voilà. Et tu as vu qui a été embauché par Renault, Laurent récemment. Oui, tout à fait. Il est d'ailleurs venu sur ce plateau en février 2019. Luc Julia. Luc Julia, le papa, entre autres, de Siri, qui a quitté Samsung et qui est donc de retour en France via Renault. On va voir ce que ça va donner en termes d'interface et d'intelligence artificielle notamment. Laurent, de ton côté, alors
Ouais, moi, c'est une app cette semaine. C'est une app Mac, hein, puisqu'on est, on est sur Mac. En fait, il y a quelques années, j'utilisais Box pour mettre certains fichiers, Dropbox pour mettre d'autres fichiers, OneDrive pour un truc, Google Drive, iCloud. Et puis à un moment donné, tu arrives à un stade où... tu as 40 abonnements surtout. Non, mais c'est pas tellement ça. C'est qu'avec la partie, ce qu'ils appellent le free tier, c'est la partie gratuite. Finalement, au début, tu as plein de gigas. Tu te rends compte que très vite, tu es limité, c'est compliqué. Puis les synchros. Et donc, aujourd'hui, j'en ai un qui est Google Drive pour le pro, et puis j'ai à titre perso une adoration pour Dropbox qui marche très très bien et qui a le mode de synchro où tu vois le fichier mais tu peux le laisser à distance, c'est celui qui marche le mieux. Et puis j'ai iCloud parce que de fait dans mon compte plus comment ça s'appelle, Apple iCloud, non Apple plus One, là je sais plus comment il s'appelle, voilà, Ouais. j'ai 2 Tera, Ouais. donc voilà. Et Apple One. j'ai quand même un problème, c'est qu'à titre professionnel, j'ai besoin d'utiliser Google Drive. Et en fait, c'est une merde. Je suis désolé, mais Google Drive, c'est une tannée. Dès que ça se déconnecte, tu n'as plus les fichiers en mode distant et tout. C'est l'horreur. Et donc, en fait, surtout, le renommage des fichiers, quand tu prends un dossier, que tu renommes le dossier, tu peux pas mettre, tant qu'il n'a pas synchronisé avec Google, tu peux pas mettre un fichier dedans parce qu'une fois sur deux, ça plante, tu vois, l'inscription. Donc, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je vais faire ça sur un autre dossier. Donc, j'ai mis ça dans du Dropbox. Mais par contre, il fallait que je synchronise le dossier de mon Dropbox avec Google Drive. Et j'ai dit, je vais bien trouver une appli qui fait ça. Et en fait, je l'ai trouvée, elle s'appelle SyncFolder Pro. Elle n'est pas très belle, elle est un peu technique, mais ça te permet de faire des trucs de malade. Non, des trucs de malade. Tu peux dire, tu peux télécharger des noms de fichiers, et tu peux faire plein de règles. Tu peux prendre un dossier, plusieurs dossiers. C'est vraiment. Alors, tu peux le faire en code. Tu pourrais le faire en code, c'est-à-dire que finalement derrière c'est juste des commandes Linux qui sont faites. Mais par contre, s'il y a une interface graphique, tu vois quand il y a des erreurs, qu'il y a des logs et tout. Il y a une version light qui marche assez bien. Il y a une version pro à 9,99 € qui vaut le coup. Hein. J'ai à un moment donné qu'il y a un développeur qui se casse le popotin pour faire une appli, ça vaut le coup d'aider au développement. Donc moi je paye mes applications, j'aime bien aider le développement. Donc voilà. Et du coup là ça me synchronise. Du coup j'ai commencé à partir sur l'un, puis je suis en train de tout resynchroniser. Merci Laurent. De mon côté, mon coup de cœur, par où commencer? Comment dire? 10 ans dans On refait le Mac, 2 ans dans On refait le Mac ici dans ce studio au sein de l'agence Rumeur Publique que je remercie de nous avoir accompagnés. C'est le dernier épisode que nous tournons ici dans le studio de Rumeur, donc je tenais à les saluer, de nous avoir accueillis, de nous avoir donné l'opportunité, la chance d'animer cette émission chaque semaine. J'ai un peu une constante dans ma vie de journaliste et aujourd'hui de producteur de format vidéo, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc on va sortir de notre zone de confort et on va investir, on va se développer. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. On va déménager de ce beau studio pour un nouveau local de 350 mètres carrés. Voilà, c'est on va changer de vie avec plus de possibilités de tournage. De tournage pour vous offrir plus d'émissions qu'on a déjà essayé d'initier l'année dernière avec On refait la tech. Mais on avait un peu de mal parce qu'on était une petite équipe. Là, on a levé des fonds, on va pouvoir embaucher, du moins j'espère, à la rentrée. Et puis, vous en proposez plus d'émissions. Et puis également, ce qui est aussi nécessaire aujourd'hui pour faire fonctionner des médias, c'est de faire de la publicité, de faire du contenu pour les marques. C'est ça aujourd'hui qui permet aux médias de vivre. Hein, grâce au brand content, on va à la rentrée développer une antenne de brand content comme on le fait déjà si vous suivez nos émissions par ailleurs, comme la Talks ou plus récemment via l'agence Rumeur Publique. Donc rendez-vous à la rentrée. Je voulais tout simplement vous remercier, vous, derrière vos écrans, de nous être fidèles depuis 10 ans. Je n'aurais jamais imaginé en arriver là. Après 10 années en ayant commencé de mon salon devant ma télé et ma webcam de mon Mac, c'est vraiment c'est génial, tout simplement. Et bravo au taulier, Olivier. On le dit pas assez, mais n'empêche, t'es passionné depuis très longtemps et il fallait avoir du courage pour tenir, hein, parce que voilà, les gens le savent pas, mais ce genre d'émission, il faut du temps pour qu'on arrive même à se payer un tout petit peu. Donc vraiment bravo à toi en tout cas. On y est arrivé. Et puis merci à vous qui nous suivez. Merci aux chroniqueurs depuis 10 ans. Didier, Laurent, Stéphane, Cédric, j'en oublie certainement, Rodrigo, qui sont là depuis le début. On pense à Paul Rony, on pense à Monsieur X bien sûr, qu'on embrasse très fort. Et bien sûr à toute l'équipe technique de On refait le Mac qui est en plateau et qu'on va redécouvrir. Et Fanny, bien sûr, qui maintenant vole du côté de chez OVH et on l'embrasse très fort.
et on a hâte de la revoir bientôt. On va faire une grande fête à la rentrée. Soyez au rendez-vous pour la 400e de Refait le Mac. Et je tiens à saluer l'équipe technique de Refait le Mac qui est en région. Voilà. J'espère la découvrir à nouveau, à commencer par notre assistant réal. Et allez, avance-toi un petit peu, Oscar Nessi qui se cache derrière son masque. Tourne la tête à gauche, Oscar, il se cache. Voilà, c'est là-bas qu'il faut à gauche, Oscar. Qui est là normalement pour apprendre, mais j'ai l'impression que c'est lui qui nous a appris plus de choses durant ces deux dernières années. Merci infiniment, Oscar, de tout ce que tu nous as apporté au cours de ces 2 dernières années. Un grand merci, une grande bise à Steve, que vous imaginez également derrière son écran et son masque. Steve, qui est notre réalisateur, qui nous a beaucoup apporté également au niveau artistique, au niveau de l'exigence du tournage, et on a beaucoup progressé grâce à lui. Et puis cette belle machine du TriCaster, et bien sûr il n'est pas là ce soir, notre réalisateur historique François Bontemps, qui est là depuis le début, que vous connaissez bien également parce qu'il signe beaucoup d'émissions dans Refait le Mac et qu'on embrasse depuis Paris. Il est en Normandie. Et enfin Christophe Modelot, l'homme qui est toujours de mauvaise humeur, mais dans le bon sens du terme, derrière son masque, mais parce qu'il veut que le son soit de qualité. Et si vous prenez du plaisir à écouter On Refait le Mac en audio, il y a autant de soucis de qualité de production. C'est aussi notre volonté d'avoir vraiment une belle émission en vidéo, mais une belle émission en audio. Et Christophe, on est vraiment l'artisan. On pense aussi à Lionel Martin, notre directeur photo, qui fait que ce décor est beau et bien éclairé. Et on lui souhaite également bonne chance dans sa carrière de directeur photo et de futur réalisateur. On te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, il fait toujours des décors de Noël exceptionnels. Exceptionnels. Et puis on pense dans sa cave pendant le confinement. Voilà, exactement. Il nous a hébergés dans sa cave pendant le confinement. Et puis on pense à tous nos stagiaires qui sont passés de par chez nous. On pense également à Philippine, on pense à Octave, on pense à tous les gens qui nous ont accompagnés depuis si longtemps et qui nous permettent aujourd'hui de passer un cap important. On a levé, c'est bien. Maintenant, on va essayer de faire nos preuves à la rentrée. Rendez-vous à la rentrée, on vous embrasse très fort.